Difficile de croire qu'il a fallu un artiste français pour redonner à un super-héros de comics américain d'origine nordique toute sa force et toute sa puissance. Bonjour, je suis Steel Comics et aujourd'hui je vais vous parler du passage d'Olivier Coipel sur Thor au début des années 2000 et du coup de foudre que j'ai eu pour son style graphique sur cette série. Alors, pour donner un petit peu de contexte, je connaissais déjà Olivier Coipel. J'avais approché son travail sur, un numéro français qui était sorti sur la Légion des super-héros chez DC. J'avais pas énormément accroché, mais il y avait quelque chose de, un peu dynamique quand même dans ses compositions qui m'avait intrigué. Je l'avais redécouvert après sur les Avengers, avec Geoff Johns, si je me souviens bien dans la chronologie. Et là, j'avais trouvé aussi qu'il y avait des trucs, intéressant dans cette façon un peu épurée de construire certains designs, etc. Et c'est vraiment sur ce Thor scénarisé par Joe Michael Straczynski que vraiment j'ai commencé à apprécier et à comprendre son style aussi. Donc bah, cette série, elle est un peu incontournable. Je pense que vous la connaissez. Ça a été le revival de Thor en 2007 aux États-Unis. Ça a influencé le film Thor, d'ailleurs, qui a été fait par Marvel Studios après à la fois dans le storytelling, dans le design, je vais y revenir. Et puis donc j'ai pris quelques épisodes, je voulais revenir un petit peu sur ce qui m'avait moi marqué à l'époque sur ce style, sachant qu'Olivier Coipel n'a pas fait tous les épisodes, hein, clairement, il a été vite, enfin il a fait 5-6 premiers épisodes, je crois, après il a été remplacé, il est revenu, donc ça a été, c'est pas été un run en continuité, c'est un artiste qui prend du temps pour avancer, donc il a jamais enchaîné des projets mensuels pendant très longtemps. Mais ça reste un artiste, moi je trouve, extrêmement intéressant, avec un style qui à la fois emprunte à d'illustres prédécesseurs, je vais essayer d'en parler un petit peu, mais qui en même temps s'est fait sa propre place et a su lui-même influencer derrière d'autres artistes. Donc on a sur ce run aussi d'autres, bon, je vous ai dit Joe Michael Straczynski, hein, scénariste à l'époque très en vogue, hein. D'abord par ses titres indépendants, et c'est comme ça qu'il s'était fait remarquer. Alors il y avait sa série, oh là là, j'aurais dû préparer ça. Bon, bah, bref, des séries chez Topco qu'il avait faites, dont le nom va peut-être me revenir au fur et à mesure. À la base, c'était un artiste enfin scénariste de films, et de séries télé et de films, je crois. Et en série télé, c'était notamment Babylon 5, que vous avez peut-être connu, dont il était co-créateur. Il y avait aussi donc ces séries chez Topco qui l'avaient rendu un petit peu célèbre, ou en tout cas qui avaient fait remarquer un peu son écriture au début des années, ouais, au début des années 2000, je dirais. Et qui était, alors il y avait Midnight Nation, ça y est, ça me revient, le premier. Midnight Nation qu'il avait fait, mais un peu après, avec Gary Frank au dessin. Et bien avant évidemment qu'il se fasse, encore plus connaître avec son passage sur Spider-Man, hein, chez Marvel évidemment. Mais la série dont je cherche le nom, j'essaie de retrouver ça en direct live, c'était cette série chez Topco dans laquelle il y avait, une espèce de météorite qui passait et plusieurs personnages qui se retrouvaient, dotés de super pouvoirs. Et donc c'était avec cette série Rising Stars, voilà, j'ai retrouvé le nom, que je l'avais découvert. Et donc, je connaissais déjà un peu son style d'écriture et c'est vraiment lui qui m'avait amené sur cette série-là. On avait Marc Morales aussi à l'ancrage, qui a très très bon ancreur, en tout cas moi je trouve qui va très bien sur le style d'Olivier Coipel. Et l'extraordinaire Laura Martin, dont je suivais le travail déjà depuis son, son passage chez Wildstorm, enfin son travail chez Wildstorm, et que j'avais toujours trouvé impressionnante. Et elle fait un travail extraordinaire sur cette série. Donc la première chose qui avait retenu mon attention, évidemment, mais je pense comme tout le monde, c'était le redesign de Thor, qui revenait en étant plus puissant, plus modernisé. Alors, plus puissant déjà, on le voit ici sur ces images, il y a plusieurs caractéristiques physiques. Bon, déjà, il est extrêmement massif, hein. Alors, Thor a toujours été un personnage costaud, mais là, on est vraiment sur un personnage dont la puissance physique et la présence physique ne fait plus aucun doute. On a ce bras extrêmement massif, on a ces cuisses énormes.
On a vraiment un corps aussi, qui est vraiment un parpaing extrêmement large. On va le voir dans les designs, il a vraiment ce côté, pas construit, j'allais dire en top modèle, justement façon, Chris Hemsworth, très dans les premiers films, très fin, très avec un corps très long. Là, on est vraiment sur du buffle, hein, vraiment sur, un corps très massif et puis il y a ce design de visage aussi qui est quand même, un peu atypique, mais qui est très, 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 très carré quoi, très rectangulaire même et avec ce nez aussi très massif et notamment, qu'on voyait en profil là, que je trouvais qui donnait vraiment une aspect de qui rappelait vraiment un aspect de casque un petit peu en fait. Donc ça donne immédiatement un côté, très, très atypique. On n'est pas juste dans le beau gosse blond, heu et on va le voir après, Coppel fait vraiment des styles de visage différents. Donc là, pareil, on n'est pas dans la j'allais dire dans le Thor de John Byrne ou le Thor de Ron Frenz ou le Thor d'autres artistes. Là, il a vraiment des traits caractéristiques, qui lui sont propres et qui, je trouve, vont, ajouter vraiment à la physicalité du personnage. Et puis il y a ce travail sur le costume. Donc à droite, vous avez le classique que vous connaissez et j'avais beaucoup aimé la façon dont finalement, Coppel avait repris des éléments assez subtils, donc qui sont les éléments classiques, hein, qui soient les cercles, il y en a 6 pareil, même un petit peu la forme des bottes, et qui est en fait qui est, exagérée un peu en pointe, mais en pointe inversée ici. Le principe des lanières qu'on a dans les bottes dans la version classique, il est repris, mais pas de la même façon, mais on respecte quand même ça. Toujours le principe aussi des bracelets que l'on retrouve. Le casque aussi a ce petit ajout supplémentaire de la pointe là, ouais, qui va un petit peu, au devant du visage et puis qui va avec le design du nez. Donc, je trouvais plutôt chouette. Et on respecte effectivement, les ailes, la cape rouge. La couleur est légèrement assombrie et puis, les apports, j'allais dire, qui vont crédibiliser un peu le costume, c'est-à-dire l'éloigner un peu du côté, super-héros classique, très coloré. Outre le changement de teinte, ça va être bien évidemment, l'ajout d'accessoires comme la ceinture, le fait que là, on ait un drapé plutôt et puis surtout, bah, ces fameux bras, en code de enfin, plus ou moins code de maille, en armure, on va dire, qui matchent avec les cuisses. Les cuisses qui étaient déjà couvertes dans la version d'origine, mais pas les bras et là, ils rajoutent cet effet-là qui va être repris dans les premiers films, hein, et qui, va vraiment signer ce look, je trouve entre modernité et classicisme qui est, pour moi en tout cas, vraiment parfait et qui a fait je pense, basculer vraiment, Thor dans une autre dimension, en termes de design et puis aussi qui je trouve faisait quand même un petit peu écho à ce qu'on a pu voir avant et notamment à un design de costume que moi j'aime bien même si, je sais que d'autres non. C'est, le look, en armure de Thor à l'époque, Walter Simonson. Je vous renvoie vers la vidéo qu'on a faite avec mon pote Gaël sur le sujet. Donc un look plus massif et puis qui va du coup bien insister et donner une présence vraiment à ce Thor, qui va être plus inquiétant, plus brutal, plus autoritaire. Il y a, son comeback qui se fait pas sans anicroche et notamment, avec Iron Man. Je vous laisse voir l'épisode, notamment et ça fait suite à Civil War. Il y a un truc qui s'est passé dans Civil War, je vous le spoil pas au cas où vous l'auriez pas lu. Mais voilà, on a cette présence physique, vraiment importante. On a cette gueule, encore une fois qui se veut, qui peut être très rapidement, menaçante, qui est souvent, très monolithique, très, enfin les yeux froncés, une mine, plutôt refermée qui fait qu'on n'est pas dans de la gaudriole et dans le personnage comique, des films. Là, on est vraiment dans un Thor qui peut très vite passer de calme mais potentiellement dangereux à très menaçant. Et même chose au niveau de l'explosion de ses pouvoirs, au niveau de ses démonstrations de force, et notamment avec les éclairs. C'est quelque chose dont on mesure bien la puissance dans cette série. Et Coppel et Straczynski savent vraiment le mettre en scène. L'autre chose qui m'avait beaucoup plu dans cette série, c'était finalement qu'il y avait un ancrage humain très réaliste qui allait justement renforcer un peu la divinité. Pour mémoire, en fait, quand Thor revient, les Asgardiens ont disparu. Et il va se mettre en quête de tous ses compagnons, en fait, que ce soit Balder, que ce soit Sif, que ce soit même Loki, en fait, bref, tous les personnages que l'on connaît qui, a priori, ont disparu. Et il y a cette installation on va dire, dans une petite province, dans une petite zone de l'Oklahoma, si je me souviens bien, qui va être encore une fois un élément repris dans le film
Et en fait, on va avoir, dans vraiment notamment dans tous les premiers épisodes, ce contraste en fait entre ce dieu qui a un alter ego humain évidemment aussi, hein, quand on retrouve l'alter ego de Donald Blake, euh, mais qui va arpenter un peu un monde américain, enfin des lieux, des lieux de villes américaines ou de provinces américaines très connus. On a donc la zone de l'Oklahoma ici, je ne sais plus comment s'appelle la ville, mais c'est un peu le même nom qui est donné. Je crois que c'est la même ville qu'il y a dans le film. Et puis on a même un passage par la Nouvelle-Orléans, post-ouragan de Katrina, justement. Et le fait que les décors ici soient extrêmement bien dessinés, avec juste ce qu'il faut de détails pour que ce soit très réaliste et que ça évoque vraiment l'Amérique contemporaine, ça fonctionne parce que ça crée un contraste extrêmement important, et d'autant plus qu'au fur et à mesure que les éléments asgardiens vont revenir. Il y a cette représentation aussi par Coppel de la vie de tous les jours qui est très habile et très bien faite, que ce soit dans les designs un petit peu des costumes. Je vais revenir après sur les personnages, mais un petit peu tous les petits détails de la vie de tous les jours. Ici, là, on est dans une espèce de diner qui est un peu un lieu de passage dans la série, et on retrouve pas mal de personnages. Et mine de rien, cette crédibilité immédiate de cet environnement, et puis qui est aussi un peu différent de l'environnement new-yorkais, évidemment, que l'on peut voir sur les autres séries, va donner un cachet très particulier et va permettre à Straczynski justement d'interroger un petit peu ce que c'est la place de ces dieux parmi les humains. Et ça donne aussi quelque chose de très intéressant visuellement dans le contraste entre les designs des humains et les designs des Asgardiens. On a cette scène par exemple de tribunal où on a à gauche tous les Asgardiens et puis à droite les humains. Et on voit qu'on est clairement dans deux salles, deux ambiances, au niveau costume, au niveau corpulence aussi, parce que les Asgardiens sont tous immenses par rapport aux humains normaux, mais aussi en termes de design des visages, des corps. Et que c'est aussi un point que j'adore, hein, j'en reparle un petit peu après, mais chez Olivier Coipel, il n'y a pas, euh, comment dire, cette espèce de template de visage qu'il appliquerait systématiquement. Il y a vraiment une recherche de visage à chaque fois, comment dire, qui sont originaux. D'ailleurs, si vous regardez son compte Instagram, il fait pas mal d'études de dessins de personnes, en fait. Et on voit qu'il y a toujours eu dans son style cette recherche de crédibiliser vraiment, avec une petite pointe caricaturale, je vais en reparler après aussi, mais que j'aime beaucoup. Mais voilà, cette variété des visages, elle contribue, je trouve, à enrichir visuellement et à crédibiliser, encore une fois, cet univers. Et puis il y a cette scène de rencontre entre deux personnages, un personnage humain qu'on va suivre, et puis une Asgardienne qui est très belle en termes de mise en scène, qui va donner lieu à une histoire aussi très intéressante, une histoire parallèle. Et en fait, on va voir justement, et eux, je trouve que ces deux personnages symbolisent vraiment bien le contraste qu'il y a. Et d'ailleurs, cette mise en scène-là, elle est intéressante avec cette séparation un petit peu, avec cet axe-là qui est de ce poteau qui sépare un peu ces deux mondes. Lui qui est dans la lumière, mais avec l'obscurité derrière, et elle aussi qui dégage sa propre lumière aussi, avec une obscurité. Donc voilà, une très belle scène en plus, vraiment bien mise en scène, et qui va en plus donner un déroulement derrière intéressant. Et puis il y a autre chose aussi dans le style d'Olivier Coipel, qui pour moi contribue beaucoup à ce réalisme des personnages, c'est tout ce qui est expression faciale et posture. Même dans des personnages ici comme les trois guerriers, euh, Volstagg, Ogun et Fandral, Fandral, ouais, c'est ça. En fait, ils ont des postures et aussi des looks qui sont immédiatement crédibles en fait. Alors ça passe par évidemment tous les drapés, les accessoires de ceinture, les bottes aussi qui sont super bien faites, les petits effets de texture de plis ici. Voilà, au niveau du ventre, on n'est pas sur des abdos saillants, on est vraiment sur des plis de costume. Ça passe super bien. Et en plus, bah voilà, vous avez cette petite cambrure ici, le poignet un petit peu cassé, qui rajoute du style. Là, le bras qui est un petit peu vrillé avec le muscle parfaitement positionné pour poser l'épée. Voilà, tout est super, et on retrouve ça vraiment pareil sur les expressions de visage. Là, j'adore le petit sourire en coin ici, la tête de Donald Blake ici, la posture pareil assise.
Alors je sais pas s'il utilise des modèles ou pas, mais voilà, la jambe est parfaitement bien faite, la posture est très décontractée, même là pour ce personnage-là aussi, on a une cambrure qui est géniale et ça, c'est un truc que j'adore dans son style. Et encore une fois, c'est très différent on voit la différence entre des gens qui travaillent le dessin et les postures à partir de postures réelles et puis enfin de modèles réels, pardon, ou de photos, avec des gens qui construisent juste, j'allais dire à partir de bases de dessin. Là, vraiment, à chaque fois, il y a quelque chose de très fluide, de très naturel et qui fait que, en règle générale, je trouve qu'il arrive à crédibiliser n'importe quel personnage et à lui donner, une allure, vraiment cool, quoi. Et puis je vous parlais de ses visages, ça aussi c'est un autre truc. Hem, on peut aimer ou ne pas aimer, des fois ça fait des gueules un peu bizarres, on va pas se mentir, mais il travaille, des visages, il propose des choses, que ce soit en termes de forme de nez, de structure de visage, des yeux et cetera. Là, on a ce gamin là qui a une tête un peu, un peu un nez retroussé, des grandes oreilles, enfin voilà, il va chercher pas forcément des belles gueules, mais des personnages qui font réalistes, qui font crédibles. Et ça, je trouve qu'il est extrêmement fort pour faire ça. C'est un des plaisirs et c'est un truc où je me suis posé souvent la question de savoir si c'était inspiré un peu de Marc Silvestri, qui est l'autre artiste qui fait ça quand vous regardez les X-Men, son passage sur X-Men notamment. Il faisait pas mal ça. Je trouve que ça s'est perdu un petit peu après chez Topco, ou peut-être il est allé un peu plus dans les visages très beaux au fur et à mesure. Mais reprenez ces X-Men, ou même des petits trucs un peu avant. Et en fait, j'aime bien la façon qu'il a de toujours un petit peu exagérer les designs de visage et leur donner, être à la limite de la caricature. Je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien à chaque fois. Donc voilà, je sais pas si ça vient de là, si c'est une influence. Il y a des points communs des fois entre les deux styles graphiques, donc je me suis toujours demandé si Olivier Coipel était comment dire, inspiré par le travail de Silvestri ou pas. On continue. Pardon, une petite page de pub avec Style Comics Imprint numéro 3 qui est en ligne et qui est disponible. Petit e-fanzine gratuit dans lequel je parle de familles de fantasy, en tout cas de comics qui sont basés sur de la SF, de la fantasy, et qui traitent de relations familiales sous toutes leurs formes. Voilà, 4 séries qui sont vraiment, vraiment chouettes et surtout des propositions graphiques ultra intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil pour voir ma review et mes analyses de ces séries-là. Autre chose qui est intéressant de cette série et qui, je trouve, a apporté, alors on est au début des années 2000, donc on est déjà dans post Authority, je me souviens plus si les Ultimates sont déjà arrivés au niveau des dates, mais en tout cas, on est déjà dans l'idée que les comics ont commencé à regarder un petit peu plus le découpage cinématographique, ont commencé à intégrer un petit peu plus ça. Et là, clairement, chez Olivier Coipel, on va le retrouver. Il y a pas mal de pages et de cadrages, un peu, on va dire, en scope. Donc vraiment toute largeur de page avec des hauteurs un peu différentes. Et puis une capacité aussi à proposer quelque chose de séquentiel avec des silences, des enchaînements de mouvements ici. Alors on a par exemple cette confrontation entre Thor et, euh, et le nom m'échappe de ce personnage en armure, le Destructeur, un truc comme ça, ou l'Annihilateur, je me souviens jamais. Bref, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ça me reviendra. Bref, le principe c'est que dans cette armure, il y a une âme à chaque fois enfermée. J'adorais ce concept. Mais visiblement pas au point de retenir le nom du personnage. Mais en fait, on a ici, c'est quelque chose qui maîtrise vraiment bien. Déjà, d'une part, parce qu'on le voit, bah, c'est extrêmement dynamique. Et un des trucs que j'aime bien, par exemple, c'est le fait qu'ici, on ne voit pas le mouvement du bras, mais on voit l'impact ici qui est donné. Donc, on devine que le bras a fait comme ça, puisque le marteau tremble encore un peu sous le choc et on a l'impact. Et ça, c'est un truc que fait Olivier Coipel que je trouve extraordinaire. C'est que il choisit euh, pas le mouvement, pas l'image la plus évidente dans le mouvement, mais toujours l'image un petit peu avant ou l'image un petit peu après,
qui fait qu'on a le même sentiment de coup, de mouvement ou d'action, mais avec cette espèce de léger décalage qui fait que ça en devient original. Bref, je ne sais pas si c'est très clair, mais je vais en remontrer quelques exemples après. Donc voilà, une utilisation de l'horizontalité des cases qui est plutôt bien foutue, avec une mention spéciale sur cette case-là que j'aime beaucoup. En fait, on a à la fois l'expression de visage qui est chouette, et puis tout cet espace autour permet de faire un focus vraiment précis sur ce personnage qui assiste à l'affrontement. On a ces cadrages aussi qui, voilà, très beaux, très cinématographiques dans la composition, et qui permettent après de proposer un enchaînement comme ça avec un personnage qui se glisse derrière, ou encore, voilà, celui-ci, qui avec un élément scope permet de créer un mouvement en fait dans la chute du personnage. Et ça, on en retrouve d'autres, et avec des petites variantes, parce que c'est ça aussi qui est chouette avec lui, c'est que il y a cette base-là qui peut être utilisée, mais évidemment, il fait du comics, hein, il fait pas juste du panel scope, il fait pas un storyboard. Et il y a deux petits trucs qu'il fait que j'aime bien. Même s'il utilise cette base-là, il la déstructure des fois un petit peu. Alors, ça peut se faire de plusieurs façons. La première, c'est en utilisant des cases très étroites, comme c'est le cas ici en haut à gauche. Il le fait aussi ici, là, dans la page de droite. Voilà, il se crée cette petite contrainte supplémentaire, mais ça permet pour lui de caser encore un petit peu plus de narration. Et en même temps, on n'a pas besoin de beaucoup plus pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est déjà un truc que j'aime bien et qui réussit très très bien, et qui l'amène à dessiner, on le voit, avec beaucoup de précision pour avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir caractériser le personnage ici. Il y a évidemment les superpositions de cases aussi, comme on a ici et là. C'est-à-dire on a une case qui va venir se superposer sur d'autres. Donc ça ne va pas rompre le fil de narration, mais graphiquement ça va rendre le truc moins monotone, parce qu'il n'y a pas systématiquement une séparation des cases. On le retrouve un peu ici aussi avec cette case qui va venir se superposer sur le, le- on va dire le gros plan de Donald Blake. Et puis, on va avoir, voilà, des petites vignettes qui vont venir, des inserts qui vont venir dans d'autres pages aussi, venir compléter cette narration. Donc voilà, j'allais dire un peu le meilleur des 2 mondes. Capacité à composer des plans, voilà, comme celui-ci, qui donne tout de suite une idée du décor, qui donne de la profondeur de champ, qui donne une dimension un peu épique, à la séquence. Et puis, des outils l'utilisation d'outils narratifs, plus spécifiques aux comics. Donc voilà, il ne fait pas, comment dire? Il ne singe pas le langage cinématographique, il se le réapproprie pour l'intégrer dans sa boîte à outils de narrateur, et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et puis, voilà, le dernier point, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, dans ce run, et qui est devenu, une de mes obsessions, quand je regarde le travail d'Olivier Coipel, je vous en parlais un petit peu avant, c'est l'étude du mouvement, et l'étude de tout ce qui fait, son équilibre entre, détail, absence de détail, dynamisme, et en même temps, mouvement, figé et très graphique. Je vais essayer d'être clair là-dessus. D'abord, le contraste détail et pur. J'ai déjà entendu des gens qui aiment pas trop le style d'Olivier Coipel, et notamment qui évoquent le fait que bah, parfois c'est vide, parfois c'est case, il n'y a pas forcément de décor, il n'y a pas forcément beaucoup de texture, il n'y a pas beaucoup. Je suis pas tout à fait d'accord, mais en même temps, c'est pas totalement faux. Mais je pense que ça, c'est une perception qui est de vouloir, en fait, d'être plus habitué au fait de vouloir, ou d'estimer que le travail d'un artiste va consister à remplir au maximum une page, et que si elle n'est pas assez remplie, c'est qu'il s'est pas foulé. C'est pas le cas. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre dans la construction de la page. Sur certains artistes, ça marche, d'autres non. D'autres, ça fait paresseux, on va pas se mentir. Mais chez d'autres, ils le maîtrisent parfaitement. Et cet équilibre-là, on a pu le trouver chez des Travis Charest, c'était Marc Silvestri tout à l'heure. Euh, Il y en a qui arrivent à maîtriser cet équilibre, et je pense qu'Olivier Coipel en fait partie. Et cet équilibre-là, c'est quoi? Je vais prendre quelques exemples. Je prends cette case, par exemple, en haut. Vous avez effectivement, on n'a pas de décor, hein, mais vous avez un travail de texture ici sur la veste, sur les cheveux. Vous avez
les petits effets dans l'air, là, de poussière ou autre, qui sont dans l'air, qui permettent de donner ce mouvement. On a juste ce qu'il faut de courbe derrière pour le manteau, pour comprendre. Il n'y a pas de speedline, il n'y a rien de tout ça, mais tous les éléments sont là pour comprendre que cette femme est en train de courir. Et on a la même chose sur cette explosion-là, en fait. Vous avez une stylisation fabuleuse de la fumée autour. Pas de speedline, pas d'éléments, il n'y a pas de 10 000 débris, juste quelques points. Et surtout, ce travail-là ici de la désintégration du personnage sous l'effet de l'explosion. Le souffle qui est bien représenté par les personnages qui décollent, par la veste ici qui s'envole. Et juste ces hachures qui vont donner cette notion de puissance et de désintégration, ça suffit largement. Même chose avec le Donald Blake ici qui est projeté au sol, avec tous ces petits gravillons partout. Donc ce contraste-là et cet équilibre-là, il est incroyable. On le retrouve ici aussi avec l'herbe. Vous regardez beaucoup de zones vides, hein, a priori, en fait, mais juste ce qu'il faut pour positionner les personnages. Voilà, juste des effets d'herbe détaillés au niveau des pieds. On le retrouve ici aussi. Ça habille suffisamment l'image pour qu'on comprenne ce qui se passe. Le coloriste, après la coloriste là en l'occurrence, fait un super boulot derrière, mais on n'a pas l'impression qu'elle est obligée de faire le boulot à la place d'eux. On retrouve encore ces effets d'explosion qui sont réussis. Et même au niveau voilà, de cette compo qui est géniale, hein, cette petite compo triangulaire là, elle est ultra efficace parce qu'elle donne un axe d'entrée des personnages qui vraiment crée le dynamisme de cette attaque-là. Mais on retrouve aussi la même chose au niveau des personnages. Des plis de vêtements ultra réussis, des armes bien designées, et pour autant, une simplicité aussi dans les textures. La cagoule, elle n'a pas besoin d'être détaillée dans tous les sens. Même chose pour les arbres aussi derrière. Et voilà, et ça, je trouve une science fascinante chez lui. Moi, je me lasse jamais de regarder ça et d'essayer de comprendre comment il fait ses choix en fait, comment il arbitre qui va laisser cette zone vide et à l'inverse que le taux de détail qu'il est en train de mettre va suffire à donner cette impression très foisonnante et en même temps jamais surchargée. Euh, il me semble que de mémoire, j'avais lu qu'il avait travaillé comme artiste de storyboard. Donc peut-être qu'il y a aussi ça aussi qui joue. Parce que là, encore une fois, regardez ce découpage. J'ai pris que cette séquence, hein, il y en a plein d'autres qui sont super dynamiques. Le combat avec Iron Man est vachement bien, mais l'idée c'est que vous y replongez, hein, sinon je vais passer des heures sur la vidéo. Mais voilà, encore une fois, une construction ultra dynamique dans sa composition. Et ce cadrage-là, voilà, pourtant moi je suis pas très fan des superpositions d'objets sur des cadrages et tout. Mais là, ça se lit parfaitement. Le marteau part, on a tout le mouvement, on a voilà, tous ces éléments d'impact dans les postures des corps, tous les graviers qui volent, le marteau qui nous arrive directement dans la gueule et puis qui permet de faire en fait aussi ce raccord visuel avec la case ici. Et puis ce gag, parce que c'est vraiment très drôle, du personnage qui, juste avant qu'il frappe, va être emporté par le marteau. Donc encore une fois, une espèce d'effet un petit peu en zigzag qui se profile hein, dans la séquence, qui est vraiment, je trouve, super habile, en fait, donc, et très dynamique. Et puis un peu même chose que je vous disais, voilà, en termes de gestion du détail et du vide. Bah là, on a une zone vide, mais avec juste ce qu'il faut d'aplats noirs et de petits détails de texture sur les herbes et les arbres. Même chose au niveau de l'explosion. Voilà, et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très marquant dans cette série et qui vraiment lui donne ce côté très moderne dans la façon de découper, d'arriver à styliser ça. Je citais Marc Silvestri, il y a Stuart Timonen aussi qui sait faire parfaitement ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours quelque chose d'important à saluer parce que ce n'est pas de la flemme, c'est clairement, je pense, beaucoup de travail que d'arriver à faire ces choix-là et à arbitrer ce dosage. Et je suis assez impressionné par ça. On le voit même sur cette pin-up, hein, à quel moment vous détaillez l'armure, les rochers,
Voilà, il y a toujours ces trucs-là, notamment effectivement dans les costumes aussi. Pas mal de petits détails. Je vous invite à regarder les designs de costumes, notamment asgardiens. Il y a des fois des trucs très ciselés, etc. Et puis après, un peu plus d'épure. Donc voilà, un artiste malheureusement très rare. J'essaie, dans la mesure du possible, de prendre un petit peu le travail qu'il fait, même chez Marc Millar avec Magic Order. Il a signé le premier numéro, mais que j'aime bien aussi, hein. Je trouve qu'il fait un très bon travail dessus, mais je voulais revenir en fait au moment où j'ai commencé à comprendre et en tout cas à aimer et à percevoir certaines caractéristiques de son dessin. Et puis voilà, et ce qui ne gâche rien pour la petite anecdote, c'est que j'ai eu l'opportunité par des amis communs de le rencontrer une fois, et c'est un gars absolument adorable, hyper gentil et super drôle en plus. Donc, ce qui ne gâche rien, en plus d'être immensément talentueux. Donc, j'espère pouvoir très vite revoir d'autres planches d'Olivier Coipel prochainement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce run ou globalement de son travail. Et puis encore merci pour votre soutien à cette chaîne. N'oubliez pas de partager, liker, les trucs habituels dont YouTube a besoin pour faire exister cette chaîne et pour relayer un petit peu ses vidéos. Donc voilà, merci beaucoup, à bientôt, ciao.